Le livre que je vous lis, c'est L'homme au complet marron d'Agatha Christie. D'accord? C'est un livre assez rigolo d'ailleurs. C'est un polar, mais je trouve que le personnage de la fille, personnage principal, est assez fantasque et sympathique. C'est une jeune femme. Une jeune femme, ça se passe dans les années 1922, on est en Angleterre et en France, parce que le livre commence, le prologue nous raconte donc l'histoire d'une danseuse russe à Paris, qui désire se rendre ni vu ni connu pour une nuit à Londres pour faire chanter le colonel, un ancien malfrat talentueux avec qui elle travaillait pendant la guerre. L'affaire des diamants de Berre, un braquage auquel elle avait participé, avait été un succès et le colonel s'était arrangé pour faire accuser 2 étudiants, mais elle avait gardé des diamants qui prouvaient que le colonel avait été l'auteur du braquage et elle avait le moyen de le prouver. Donc elle allait un peu le faire chanter. Le colonel, c'était un homme intelligent et retors, et elle avait décidé de se faire accompagner par son mari. Et donc son mari arriverait d'Afrique du Sud le lendemain, avec des conclusions sur les missions dont elle l'avait chargé. Elle lui avait chargé de trouver des choses, donc il arrivait avec des éléments pour elle. Voilà. Chapitre 1, on passe dans un autre univers, on ne sait pas si ça a un lien ou pas, ça doit en avoir un. Chapitre 1, nous allons chez Anne Bedingfeld, qui habite avec son père à Little Hamsley, un petit village anglais. Son père est professeur, le professeur Bedingfeld, et c'est une des plus grandes autorités scientifiques d'Angleterre sur la question de l'homme primitif, où il travaille sur les Néandertals. Voilà. Il ne pense et ne vit que pour ça, tandis qu'Anne, elle, rêve d'aventure et de grandes villes. Elle voudrait aller loin et d'hommes bronzés. Après des fouilles dans une grotte, son père attrape froid et meurt en 4 jours d'une congestion pulmonaire. Et oui, il n'y a pas que le Covid-19 qui donne des trucs comme ça. Donc voilà. Chapitre 2, Anne comprend vite que son père n'a laissé que des dettes et qu'elle va devoir se résoudre pour survivre, à ranger ses rêves au grenier et à épouser le docteur qui lui a demandé sa main. C'est le notaire, M. Fleming, qui va lui proposer de venir habiter chez lui et sa femme à Londres. Ça va la sauver. Et donc la décision de le suivre l'emporte sur le mariage avec le docteur. À Londres, elle trouvera sûrement l'aventure qu'elle cherche. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Ensuite, chapitre 3, c'est ce qui arrive. Elle trouve l'aventure. Un jour qu'elle est dans le métro, un homme maigrelet, bronzé, aux yeux bleus, avec une barbiche noire et dont le par-dessus sent fort la naphtaline, qu'elle observe depuis un moment, il se tourne vers elle, et puis tout à coup se met à paniquer, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible, recule et tombe sur la voie du métro. On le remonte, un médecin se précipite vers lui, mais l'homme est mort. Au moment où elle se dirige vers l'ascenseur, le médecin qui avait ausculté le macabé court pour prendre l'ascenseur et laisse tomber un papier. Ce papier, sur lequel est écrit une adresse, ou enfin quelque chose qu'elle identifie comme une adresse, ou comme un message qu'elle ne comprend pas, avec des chiffres et un nom dans King's quelque chose Castle, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dirai, puisque ça revient dans le livre, hein. Ce morceau de papier, donc, sent très fort aussi la naphtaline, donc elle en déduit qu'il était dans la poche du mort. Tout cela, toutes ces actions, plus quelque chose d'étrange dans le comportement du médecin, qu'elle va pas tarder à élucider d'ailleurs, intrigue Anne. Elle en parle à Mrs. Fleming, qui lui conseille d'aller voir Scotland Yard, qui avait par ailleurs déjà identifié le corps, un certain L.B. Carton. Le lendemain, le journal Budget quotidien annonce l'assassinat d'une femme dans une villa à Loé, dont l'adresse a été retrouvée aussi dans la poche du mort du métro. Le propriétaire de la maison est sur la Côte d'Azur en vacances. Donc on se dit, c'est pas lui. Dans cette villa, la femme était morte étranglée au 2e étage de la maison à Loé. L'agence immobilière raconte donc qu'une femme élégante à l'accent étranger, Madame de Castina, qui disait loger au Ritz, était venue pour louer cette villa. Enfin, une villa dans ce coin. On lui avait donné l'adresse de la villa du Moulin, mais ce n'est pas la morte, car les employés de l'hôtel ne l'ont pas reconnue. Et de toute façon, son nom ne figure pas non plus sur les registres du Ritz. Voilà, donc en fait, finalement, cette femme, on ne sait pas trop qui c'est. Elle n'est pas dans les registres de l'hôtel et personne ne la reconnaît à l'hôtel. En revanche, vers 3 heures, une femme était arrivée pour visiter la villa avec un visa de l'agence. La concierge lui avait donné les clés. Et quelques minutes plus tard, un homme de grande taille, aux épaules larges, au visage bronzé, aux yeux gris, rasé de frais et portant un complet marron, était venu la retrouver. C'est lui qui avait rapporté les clés à la concierge.
Hein, et donc la concierge en avait déduit que la femme était déjà repartie avant lui. Le lendemain, notre couple avait trouvé le corps donc, de cette femme lors d'une visite. C'est la femme de la veille que l'agence a reconnue comme Madame Castina. Donc l'agence, elle a bien reconnu la femme qui était venue les voir comme Madame Castina. D'accord. On sait donc qu'elle était morte depuis 24 heures. L'accident du métro, lui, a eu lieu 2 heures avant celui de la femme. Donc le mort du métro est disculpé et on dissocie les deux affaires. D'accord. Et donc, Scotland Yard se met à la chasse de l'homme au complet marron. Anne commençait surtout à voir des liens. Anne, elle, a commencé à avoir des liens mystérieux entre les affaires. Des hommes bronzés, selon toute évidence, accent anglais arrivant de l'étranger. Et comme elle le redit à Scotland Yard, qui ne la croit pas, le fait que le mort du métro n'ait ni ticket, ni argent, ni carnet dans sa poche, et surtout que le médecin, en dehors du fait qu'il n'avait aucun savoir-faire, cherchait le cœur à droite, tout ça, ça lui semble très étrange. Mais Scotland Yard dit que c'est pas, ça veut rien dire. La description que Anne fait de cet homme, de ce médecin, ne les dérange pas plus. Ils disent que tout le monde peut, comme il veut, s'il a un bouc, changer d'apparence. Ouais, sauf qu'elle a trouvé un truc en plus, c'est que ce type a une tête énormément brachycéphale. Ouais, ça termine là sur ce mot-là. Et brachycéphale, ça veut dire aplati un peu comme un bulldog et un peu étiré à l'arrière. Voilà, ça c'est pour le résumé, c'est pour où on était hier. Et nous continuons. Salut Isabelle Rougerie. Bah alors Isabelle Rougerie, c'est donc elle qui a écrit la pièce qu'on va jouer plus tard, donc qu'on jouera un jour peut-être. Non Isabelle, t'inquiète pas, on va la jouer, on va y arriver. Voilà, donc je continue la lecture. Je vais essayer d'articuler, de ne pas me tromper. On y va. On en était au chapitre 4. Et la dernière phrase, je remarquais avec plaisir, en m'en allant, que le stylo de l'inspecteur restait suspendu en l'air. De toute évidence, il ignorait l'orthographe du mot brachycéphale. Cédant au premier mouvement d'indignation, j'accomplis la démarche suivante avec une hardiesse inattendue. J'avais un plan derrière la tête en arrivant à Scotland Yard. Je me proposais de l'exécuter si mon entretien avec l'inspecteur ne me satisfaisait pas. La condition était remplie à souhait. En état de révolte, on accomplit aisément des choses que d'ordinaire on ne tenterait même pas. Sans me donner le temps de réfléchir, je me dirigeais tout droit vers la maison de Lord Naseby. Lord Naseby était le directeur millionnaire du budget quotidien, du journal. Il possédait bien entendu le bon nombre de journaux, même en plus de celui-là, mais celui-ci était son enfant de prédilection. C'est en qualité de directeur du budget quotidien qu'il était connu de la population entière du Royaume-Uni. Je savais fort bien où trouver ce grand personnage dont un journal venait de publier l'emploi du temps. En ce moment, il devait être chez lui en train de dicter des lettres à son secrétaire. Bien sûr, je me rendais compte qu'on n'admettrait pas tout de go en son auguste présence la première jeune femme venue. Mais j'avais pensé à arranger les choses. Chez les Fleming, parmi les cartes de visite traînant sur un plateau, j'avais remarqué celle du marquis de Lomsley, un des plus grands sportsmen d'Angleterre. Je subtilisais cette carte et y griffonnais ces mots « Veuillez accorder quelques instants à Miss Bedingfeld ». Une aventurière ne doit pas être trop scrupuleuse sur le choix de ses moyens. Tout marcha comme sur des roulettes. Un laquais poudré s'empara de la carte et l'emporta. Un secrétaire parut. Après une passe d'armes, il se retira vaincu. Et lorsqu'il revint, il m'enjoignit de le suivre. Voilà. Je pénétrai dans un vaste salon. Une dactylo effarouchée s'évapora comme un fantôme. La porte se referma et je me retrouvai face à face avec Lord Naseby. Gros homme, grosse tête, grosse moustache, gros ventre. Je rassemblais mes forces. Je n'étais pas venu dans le but d'admirer le ventre de Lord Naseby. Déjà, il vociférait. « Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'aime veut-il, Lomsley? Vous êtes sa secrétaire, vous? De quoi s'agit-il » Alors, premièrement, déclarai-je avec tout le sang-froid dont j'étais capable, je ne connais pas Lord Lomsley, et lui me connaît certainement encore moins. J'ai pris sa carte sur un plateau dans le salon de mes amis et j'y ai écrit ces quelques mots moi-même.
Il fallait absolument que je vous voie. Un instant, la situation parut incertaine. Lord Nasby n'allait-il pas avoir une attaque d'apoplexie? Je recommence. Lord Nasby allait-il ou n'allait-il pas avoir une attaque d'apoplexie? Finalement, après avoir failli étouffer, il avala sa salive et se remit d'aplomb. J'admire votre sang-froid, jeune personne. Eh bien, vous avez réussi. Vous me voyez. Si vous arrivez à m'intéresser, vous aurez ce plaisir encore 2 minutes. Ça me suffira amplement, répliquai-je. Je suis sûre de vous intéresser. C'est au sujet du mystère de la villa du Moulin. Si vous avez trouvé l'homme au complet marron, écrivez à la rédaction, interrompit-il. Si vous m'interrompez, je finirai pas en 2 minutes, déclarai-je sèchement. J'ai pas trouvé l'homme au complet marron, mais je compte bien y réussir d'ici peu. Là-dessus, aussi brièvement que possible, je comptais ce qui s'était passé dans le métro et les conclusions que j'en avais tirées. Et quand je terminai, il me demanda subitement. « Que savez-vous des crânes brachycéphales ?» Je nommai mon père. « L'homme au singe !»« Ah, eh bien, jeune personne, je crois qu'il y a de la cervelle dans votre crâne à vous. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions, pas des faits, rien qui vaille. » Je m'en rendais parfaitement compte. « Bon, bah alors, qu'est-ce que vous me voulez ? Que vous vous chargiez d'une enquête, que vous me chargiez d'une enquête là-dessus pour votre journal. Impossible, nous avons notre détective à nous. Parfait, eh ben moi j'ai mon secret à moi. Ce que vous venez de me débiter là? Ah non, Lord Nasby, c'est pas du tout ça. J'ai autre chose dans ma coquille. Tiens, pas bête décidément, la petite là. Allez, j'écoute. Quand le soi-disant médecin est monté dans l'ascenseur, il a laissé tomber un papier. Je l'ai ramassé. Il sentait la naphtaline. Le mort, lui aussi, sentait la naphtaline. Le médecin lui-même, non. Par conséquent, il avait dérobé le papier au cadavre. Et il y avait là-dessus un dessin et 2 mots. Faites voir. Et Lord Nasby tendit une main distraite. Oh, ben non, dis-je en souriant. C'est ma trouvaille à moi. J'avais raison, vous avez quelque chose là. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Mais dites donc, vous ne vous embarrassez pas de scrupules vis-à-vis de la police. J'y suis allée ce matin. Alors, à vie, mon histoire n'a aucun rapport avec l'affaire de Marlowe. Par conséquent, je me suis cru en devoir de garder le papier. D'ailleurs, l'inspecteur s'est payé ma tête. Affligé de myopie, l'inspecteur. Eh bien, cher enfant, voilà ce que je peux faire pour vous. Si vous déterrez quelque chose, du publiable, hein, s'entend, envoyez-le nous et on le publiera. Il y a toujours de la place pour un vrai talent sur les colonnes du budget quotidien. Mais il faut d'abord que vous fassiez vos preuves, entendu? Je le remerciais et lui priais de bien vouloir m'excuser et d'excuser mes méthodes. Non, parlons pas. Je ne déteste pas l'effronterie, venant d'une jolie femme. À propos, vous aviez dit que vous mettriez 2 minutes et vous en avez mis 3, en comptant les interruptions. Pour une femme, c'est tout à fait remarquable. Oh putain, la misogyne! Ça doit être l'effet de votre discipline scientifique. Je me retrouvais dans la rue, haletante, à bout de souffle, du point de vue purement mondain, Lord Nasby était plutôt fatigant. Je rentrais chez moi dans un état d'exaltation extraordinaire. Mon projet avait réussi au-delà de toute espérance. Lord Nasby avait été positivement charmant. Il me restait maintenant à faire mes preuves, comme il me l'avait prescrit. Une fois enfermé dans ma chambre, je tirai mon précieux papier. La clé du mystère était là. À commencer par les chiffres. Que représentaient-ils? Il y en avait 5, avec 1 point après les 2 premiers. 17, 122, murmurai-je. Où cela m'amenait-il? Nulle part. Bon, alors je les additionnais, comme c'est la coutume dans les romans policiers, et cela conduit toujours à des déductions surprenantes. Hein. Donc j'additionnais, je multipliais, je fis des soustractions. C'était sans aucun doute un exercice d'arithmétique excellent, mais quant à éclaircir le mystère, donc j'abandonnais l'arithmétique et je m'attaquais au mot. Kilmorden Castle. Ça sonnait bien, un château historique, berceau d'une noble famille, héritier assassiné, prétendant au titre, ruine pittoresque, trésor enseveli. En somme, je pensais plutôt du côté du trésor. Les chiffres paraissaient l'indiquer. Un pas à droite, 7 pas à gauche, creuser à la profondeur d'1 mètre, descendez 27 marches, quelque chose dans ce genre. Hein. On verrait ça plus tard. Le principal était de se rendre le plus tôt possible à Kilmorden Castle. Je fis une sorte de stratégie. Je fis une sortie stratégique dans le vestibule et reviens chargé du Woswo, bottin mondain anglais.
de l'annuaire régional, d'une histoire des châteaux d'Écosse et d'un volume sur les îles britanniques. Les heures passaient, je fouillais avec zèle et finalement, je fermais le dernier volume avec irritation. Kilmordan Castle ne semblait pas exister. Échec inattendu, il devait exister. Pourquoi inventer un nom pareil et le griffonner sur un bout de papier? Sottise! Autre idée, et si c'était une villa de banlieue avec un beau nom inventé par le propriétaire? Alors dans ce cas, il ne serait pas facile de le trouver. Que faire? Je réfléchis sérieusement et jetai soudain un cri de joie. J'y étais. Il me fallait visiter la scène du crime. C'est ainsi que procédaient les meilleurs détectives. J'y trouverais indubitablement quelque chose qui avait échappé à l'œil scrutateur de la police. Mon devoir était clair. Je devais me rendre à Marlow. C'est la villa qui a été louée. Mais, près de là, c'est le village. Mais comment pénétrer dans la maison? Après avoir hésité entre plusieurs méthodes aventureuses, je choisis la plus simple. La villa était à louer. Il était probable qu'on ne l'avait pas louée. Enfin, pas encore. Je me présenterai donc en qualité de locataire. À l'agence, un employé trop aimable me donna des renseignements sur une demi-douzaine de propriétés tentantes. Il me fallut trouver toute mon ingéniosité pour trouver des défauts à chacune. Vraiment, vous n'avez rien d'autre? Interrogeai-je avec un regard suppliant. Une villa au bord de la rivière avec un jardin et un petit pavillon, précisai-je, résumant les renseignements puisés dans les journaux sur la villa du Moulin. Eh bien, dit l'homme en hésitant, il y a encore la propriété de Sir Eustache Pedler, la villa du Moulin, mais comment? Là-où, m'exclamai-je d'une voix tremblante, Ah, décidément, la voix tremblante devenait ma spécialité. Précisément, à l'endroit du meurtre. Mais il est probable que vous ne voudrez pas. Ouf, je crois que cela ne me troublerait pas, dis-je en ayant l'air de reprendre mon sang-froid. Je sens que ma bonne foi maintenant était hors de doute. Peut-être pourrais-je l'avoir moins chère dans ces circonstances. Ça, pensais-je intérieurement, c'est un trait de génie. Peut-être bien. Je mentirais en vous disant qu'elle est facile à louer à présent. Vous savez, les gens sont superstitieux. Si la villa vous plaît, on vous fera un prix. Vous désirez un visa pour la visiter? Oh, je vous en prie. Un quart d'heure plus tard, je frappais à la porte de la concierge de la villa du Moulin. Une grande femme d'âge moyen sortit en bombe. Personne n'entre ici, vous m'entendez? J'en ai assez de vous autres, reporters. Les ordres de Sir Eustache. Oh, pardon, je croyais que la villa était allouée, dis-je d'un ton glacial pendant mon visa. Mais si elle est déjà louée. Oh, madame, je vous demande pardon, mais ces maudits reporters ne... Oh, madame, je vous demande pardon, mais ces maudits reporters ne m'ont pas laissé tranquille une minute. Non, la villa n'est pas louée, et il y a peu de chance pour qu'elle le soit. Mais pourquoi, demandai-je d'un ton inquiet? Le chauffage central ne fonctionne pas? Oh, madame, le chauffage central fonctionne parfaitement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez bien dû entendre parler de l'étrangère qui a été assassinée ici. Oui, je crois que j'ai lu quelque chose là-dessus, dans les journaux, oui. Mon indifférence vexa la brave femme. Si j'avais trahi quelque intérêt, elle serait restée muette comme une carpe. Mais ma froideur la piqua au vif. Ah, je pense bien, madame. Tous les journaux en étaient pleins. Le budget quotidien fait tout ce qu'il peut pour retrouver l'homme qui a fait le coup. Mais il paraît que notre police n'est pas bonne. Enfin, elle est bonne à rien. J'espère qu'ils le trouveront. Oh, et pourtant, il avait l'air d'un brave garçon, c'est moi qui vous le dis. Il avait peut-être fait des misères, qui sait. Oh, une chouette femme. Est-ce qu'elle est là où vous vous tenez? En ce moment, madame. Blonde ou brune? Demandai-je. Sur les photos, on voit pas bien. Hein. Brune, avec un visage très blanc, plus blanc que nature. Ma foi, et une bouche tellement peinte qu'on aurait dit une lanterne rouge. Moi, j'aime pas ça, moi, vous savez. Qu'est-ce que c'est que ces façons de se farder? Nous bavardions en vieille amie, je posais une nouvelle question. Elle semblait nerveuse, inquiète, pas le moins du monde. Elle se souriait à elle-même, on aurait dit qu'elle s'amusait. Ah, c'est pourquoi j'ai failli m'évanouir sur place le lendemain, quand ces gens-là sont venus crier qu'ils l'avaient trouvé assassiné. Oh, j'en suis pas encore remise. Et on me donnerait 1000 livres que je n'entrerais pas dans la maison après le crépuscule. Je ne serais même pas restée dans ma loge si Sir Eustache ne m'avait pas supplié quasiment à genoux. Je croyais Sir Eustache Pedler à Cannes. Il y était, madame. Il est revenu en Angleterre après l'accident. Et son secrétaire, M. Paget, nous a offert une grosse augmentation à mon mari et à moi. De nos jours, comme on dit, enfin, comme dit mon mari et comme dit John, les affaires sont les affaires.
Je ne manquais pas d'apprécier la remarque originale de John. Pour ce qui est du jeune homme, fit soudain Mrs. James, revenant au point de départ de la conversation, il était inquiet. Ses yeux, des yeux clairs, je les ai bien vus, hein, brillaient comme des escarboucles. J'ai remarqué qu'il était bien agité, mais sans penser à mal. Et quand il est sorti, avec une mine toute défaite, combien de temps est-il resté dans la maison? Oh, 5 minutes, pas plus. Il était grand? Ah oui, très grand, madame. Rasé? Ah oui, complètement, pas à l'ombre d'une moustache. Son menton luisait-il? Demandai-je mu par une impulsion subite. Mrs. James me fixa avec terreur. Ah mais maintenant que vous le dites, madame, je me souviens bien, c'est vrai. Ouais, son menton luisait. Mais comment vous le savez? Ah, c'est curieux, lançai-je sans savoir ce que je disais, mais les assassins ont souvent des mentons luisants. Mrs. James accepta tranquillement mon explication. Tiens, voilà une histoire. J'avais jamais entendu dire ça, moi. Vous n'avez pas remarqué la sorte de tête qu'il avait? Bon, une tête comme tout le monde, madame. Vous voulez que je vous apporte les clés? J'acceptais et me rendais à la villa. Jusqu'ici, ma reconstitution semblait véridique. Les différences entre l'homme décrit par Mrs. James et mon médecin du métro n'étaient pas essentielles. Un par-dessus, une barbe, des lunettes. Le médecin paraissait d'âge moyen, mais il était penché sur le corps avec une vivacité qui dénotait des membres souples et jeunes. La victime de l'accident, que j'appelais par-devers moi l'homme à la naphtaline, et l'étrangère, Madame de Castina, ce qui n'était probablement pas son vrai nom, avaient rendez-vous à la Villa du Moulin. Telle était ma supposition. Pour une raison ou une autre, peut-être craignait-il qu'il soit observé, ils avaient pris chacun un visa à l'agence de location. De cette façon, leur rencontre pourrait paraître fortuite. Au fait, autre fait dont j'étais à peu près sûre, l'homme à la naphtaline avait soudain aperçu le docteur et cette rencontre avait été pour lui totalement inattendue et effrayante. Ensuite, le docteur s'était débarrassé de son déguisement, il avait suivi la femme à Marlowe. S'il avait enlevé sa fausse barbe à la hâte, il pouvait garder des traces de gomme sur le menton. De là ma question au sujet du menton brillant. Plongé dans ces réflexions, j'arrivais à la porte de la villa que j'ouvrais. Le hall était sombre et vaste. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. Malgré moi, je frissonnais. La femme qui était venue ici, il y avait à peine quelques jours, en se souriant à elle-même, n'avait-elle eu aucun pressentiment en entrant? Son nom n'avait-elle... En entrant, le sourire ne s'était-il pas évanoui sur ses lèvres? Une horreur sans nom n'avait-elle pas serré son cœur? Ou bien était-elle montée, souriant toujours, inconsciente du sort qui l'attendait? Mon corps battit d'un mouvement accéléré. La maison était-elle vraiment déserte? Le destin ne m'attendait-il pas, moi aussi? Pour la première fois, je compris le sens du mot « atmosphère ». Il flottait dans toute cette maison une atmosphère de menace, de cruauté, d'horreur. Secouant mon oppression, je montais vivement l'escalier. Je trouvais facilement la pièce où s'était déroulée la tragédie. Le jour de la découverte du corps, il pleuvait et des traces boueuses demeuraient encore sur le parquet. Je me demandais si l'assassin avait laissé des traces, lui aussi. Peu probable, car la veille, il avait fait beau. La chambre elle-même n'avait rien de particulier. 2 fenêtres, des murs blanchis à la chaux. Donc j'explorais soigneusement sans trouver quoi que ce soit. Le jeune détective de génie ne semblait pas prêt de triompher de la police. J'avais apporté un carnet et un crayon. Je me mis en devoir de tracer un plan. D'après les meilleures traditions policières, c'est ce qu'on fait. Mon crayon, s'échappant de mes doigts, roula sur le parquet déclivé jusqu'à la fenêtre. Sous la fenêtre, il y avait un placard. Le placard était fermé. Mais j'eus instantanément l'idée que s'il avait été ouvert, le crayon aurait roulé dedans. J'ouvris donc le placard et mon crayon s'enfuit immédiatement et se retrouvant dans un coin obscur. Aïe, aïe, aïe. Donc je notais que par suite du manque de lumière, j'allais devoir tâter à l'intérieur. À part le crayon, il était vide. Doué par la nature d'un caractère consciencieux, je regardais donc sous la 2e fenêtre. À première vue, le second placard paraissait vide lui aussi, mais
En le fouillant dans tous les recoins, je fus récompensé par une trouvaille. Mes doigts palpèrent une sorte de cylindre. Dès que je l'eus en main, je compris que c'était un rouleau de pellicule photographique. Évidemment, elle pouvait aussi bien appartenir à Eustache Pedler qui les aurait oubliés dans ce vieux placard, mais je ne le croyais pas. Le papier rouge avait l'air trop frais. On aurait dit qu'il n'était pas là, enfin qu'il était là que depuis deux ou 3 jours. Depuis l'assassinat. La couche de poussière n'était pas épaisse. Qui l'avait laissé tomber? L'homme ou la femme? Soudain, j'éternuais. Ah, cette odeur de naphtaline! Ça devenait-elle une obsession? J'aurais juré que ces pellicules, elles aussi, sentaient la naphtaline. Je les portais à mon nez, et outre leur odeur spécifique, elles sentaient la naphtaline. C'était indéniable. J'en trouvais bientôt la raison. Un fragment imperceptible de tissu s'était accroché au centre du rouleau. Ce tissu était imprégné de naphtaline. Le rouleau sortait de la poche du par-dessus de l'homme tué dans le métro. Ce n'était pas lui qui l'avait laissé tomber ici, puisqu'il était mort. Non, c'était l'autre, le docteur. Il avait pris les pellicules et en même temps que le papier, il les avait laissés tomber au cours de sa chute avec la femme, enfin de sa lutte avec la femme. J'avais trouvé ma piste. Je ferais développer des pellicules et puis on verrait. Fort satisfaite, je quittai la maison, rendis les clés à Mrs. James et regagnai la gare. Dans le train, je tirai de nouveau mon papier. Soudain, les chiffres prenaient une signification nouvelle. Ah, et si c'était une date? 17-1-22. 17 janvier 1922. Ah, pour sûr, c'était ça. Idiote que j'étais de ne pas y avoir songé plus tôt. Mais dans ce cas, il fallait découvrir Kilmorden Castle. Nous étions le 14, 3 jours encore. La situation semblait désespérée puisque je ne savais même pas de quel côté diriger mes recherches. Il était trop tard pour laisser mes plaques dans un magasin. Je devais me dépêcher de rentrer pour le dîner. Je demanderai à Monsieur Fleming, qui avait étudié de près l'affaire, s'il y avait eu un appareil photographique parmi les effets du défunt. À ma surprise et à mon chagrin, il me répondit que non. Voilà qui portait un coup à ma théorie. S'il n'y avait pas d'appareil photo, pourquoi aurait-il trimballé des pellicules? Le lendemain matin, je courus chez un photographe faire développer mes précieuses pellicules. Je craignais tant pour elle que j'allais jusque chez Kodak. Je tendis mon rouleau à l'employé, demandant une épreuve de chaque plaque. Après avoir examiné mon rouleau, il leva les yeux sur moi. « Vous vous êtes trompé ?» dit-il en souriant. « Mais non, je suis sûr que non, » dis-je. « Vous m'avez donné des pellicules non impressionnées. » Je sortis de l'air le plus digne dont j'étais capable. Il est bon de se rendre compte de temps en temps de sa propre sottise. Mais dire que cette constatation est agréable serait exagéré. En passant devant les bureaux d'une grande compagnie de navigation, je stoppai soudain. Dans la vitrine se trouvait un magnifique modèle d'un des paquebots de la compagnie, étiqueté Kenilworth Castle. Une idée folle me passa par la tête. J'entrai, m'approchai du guichet et demandai d'une voix tremblante. « Kilmorden Castle ?»« Départ de Southampton le 17 pour le Cap, première ou seconde ?»« Quel prix ?»« Première classe, 87 livres. » Je l'interrompis. La coïncidence était trop frappante. 87 livres, le montant exact de mon héritage. Je miserais tout sur une seule carte. Un ticket de première, dis-je. J'étais définitivement entré dans le domaine de l'aventure. Allez, un petit dernier pour la route. Chapitre 8. Extrait du journal intime de Sir Eustache Pedler, membre du Parlement. Pourquoi? Mais pourquoi ne puis-je pas obtenir qu'on me fiche la paix? Je suis un homme paisible. J'aime mon club, ma partie de bridge, un bon repas, du vin. J'aime l'Angleterre en été et la Côte d'Azur en hiver. Je n'ai pas le moindre désir de jouer un rôle dans les événements sensationnels. Et j'aime bien au coin du feu en lire les détails dans les journaux, c'est tout. Mon but dans la vie est le confort. Je consacre à ce but une bonne part de mes pensées, de mon argent. Mais hélas, je ne réussis pas toujours. S'il ne m'arrive pas d'aventure personnelle, il en arrive autour de moi et l'on m'entraîne contre ma volonté dans les histoires les moins confortables, ce qui ne laisse pas de me porter sur les nerfs.
Tout ça parce que Guy Padgett est entré ce matin dans ma chambre à coucher avec une dépêche entre les mains et un visage de 6 pieds de long. Guy Padgett est mon secrétaire, un homme consciencieux, travailleur, zélé, admirable, sous tout rapport. Je ne connais personne de plus rasant. Depuis longtemps, je me creuse la tête pour trouver un moyen de me débarrasser de lui. Mais comment donner ses 8 jours à un secrétaire? Parce qu'il aime mieux travailler que de ne rien faire, parce qu'il se lève à l'aube et parce qu'il n'a aucun vice. La seule chose amusante qu'il y ait dans cet homme, c'est son visage. On dirait un empoisonneur du temps des Borgia. Le zèle de Padgett ne m'agacerait pas autant s'il n'avait pas la manie de me faire travailler comme lui. Je flirte avec le travail sans m'y attacher vraiment. Padgett, lui, ne flirte avec rien ni personne. Il prend tout au sérieux. C'est pourquoi il est insupportable. La dernière semaine, j'ai eu une brillante idée, celle de l'envoyer faire un tour à Florence. Comme il en parlait justement avec admiration, je m'écriais « Mon cher ami, allez-y demain, je prends votre voyage à mon compte ». Généralement, on ne visite pas Florence en janvier, mais cela n'a aucune importance pour Padgett. Je le vois d'ici, armé de son guide, parcourant consciencieusement tous les musées, lui attelé au tourisme, moi libre pour une semaine. Ça a été une semaine délicieuse, j'ai fait que ce que j'aime, et rien de plus. Mais ce matin, en ouvrant les yeux, en apercevant à mon chevet, à 9 h du matin, heure impossible, le visage funèbre de Guy Padgett, j'ai compris que ma liberté avait pris fin. Mon pauvre ami, dis-je, l'enterrement a-t-il déjà eu lieu? Ou est-ce pour cet après-midi? Mais Padgett n'apprécie pas les pinces sans rire. Lugubre, il s'exclame. Vous savez tout, Sir Eustache? Que faut-il que je sache? Dis-je irrité. L'expression de votre physionomie me fait croire que vous venez de perdre un de vos proches parents et que l'inhumation aura lieu ce matin. Passant outre avec dignité, Padgett me tendit la dépêche. C'est de cela que je vous parle, Sir Eustache. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous réveille tôt, mais il est 9 h. 9 h pour Padgett, c'est le milieu de la journée. Et j'ai cru que les circonstances... Mais quelles circonstances? C'est une dépêche de la police de Marlow. Une femme a été assassinée dans votre villa. Ah, pour le coup, j'ai repris mon sérieux. Quel toupet, m'exclamai-je. Se faire assassiner dans ma villa? Mais pourquoi dans ma villa? Qui l'a assassiné? Ils ne disent pas. Je pense que nous devons immédiatement partir pour l'Angleterre, Sir Eustache. Mais pourquoi ça? La police. À quoi la police me concerne-t-elle? Mais puisque l'assassinat a lieu dans votre maison. Mais c'est pas ma faute! Padgett secoua la tête comme un cheval de corbillard. Ça produira un mauvais effet sur le Parlement, murmura-t-il. Évidemment, le Parlement s'en prendra à moi si une femme a été assassinée dans ma maison. Une autre idée malencontreuse me frappa. Oh Dieu du ciel! J'espère que ça ne produira pas un mauvais effet sur Caroline. Caroline, c'est ma cuisinière et la femme de mon jardinier. Je ne sais pas si elle est bonne épouse, mais je sais qu'elle est une excellente cuisinière. Je ne supporte James, le jardinier, qu'à cause des petits plats de Caroline. Caroline ne voudra pas rester, croit sa Padgett. Je crois qu'il me faudra retourner en Angleterre pour pacifier Caroline. Padgett y tient absolument et je finis toujours par céder à Padgett. 3 jours plus tard, toujours dans le journal. Comment peut-on passer l'hiver en Angleterre quand on a le moyen de s'en aller sur la côte d'Azur? Sale climat, sale affaire. Les agents de location affirment qu'après cette histoire, il sera impossible de louer la villa. J'ai apaisé Caroline au moyen d'une forte augmentation. Une dépêche aurait suffi. Comme je l'ai dit à cet entêté de Padgett, nous n'avions vraiment pas besoin de faire ce voyage. Je rentrerai à Cannes demain matin. Le lendemain, nouveaux ennuis. En déjeunant au club, j'ai rencontré Auguste Milray, le plus parfait imbécile qui fasse partie du gouvernement actuel. Il me demanda un quart d'heure d'entretien privé. Il suait le secret diplomatique par tous les ports. Il me parla de l'Afrique du Sud, de la situation industrielle, d'une grève générale et de ses causes secrètes. J'écoutais aussi patiemment qu'il était en mon pouvoir et finalement, baissant la voix, il m'expliqua que le gouvernement tenait à remettre certains documents au général Smuts, gouverneur général de l'Afrique anglaise. Tout cela est fort intéressant, dis-je. Malheureusement, je suis pressé. Un instant, mon cher Pedler, un instant. Je vous accompagnerai. Dites-moi tout à fait entre nous, est-il vrai que vous ayez l'intention de vous rendre sous peu en Afrique du Sud? Vous possédez des terrains en Rhodésia, n'est-ce pas? Et les questions politiques en Afrique du Sud sont pour vous d'un intérêt vital. Oui, en effet, je compte me rendre là-bas d'ici 1 mois. Ne pourriez-vous pas hâter votre départ? Je le pourrais, certes, fis-je en le regardant avec une certaine curiosité, mais j'en ai pas particulièrement envie. Vous rendriez service au gouvernement, Pedler. Un grand service. Vous ne nous trouverez pas ingrats. En somme, vous voulez que je sois votre messager d'amour?
C'est cela. Votre situation n'est pas officielle, votre voyage est posté depuis longtemps, personne ne doutera de votre bonne foi. Eh bien, dis lentement, c'est possible. L'essentiel pour moi, c'est de quitter ce sale climat d'Angleterre. Le climat de l'Afrique du Sud est délicieux, mon cher, délicieux. Oh, ne dites pas ça, mon vieux, j'y suis allé avant la guerre. Je vous suis très obligé, Pedler, je vous enverrai le paquet aujourd'hui. Vous le remettrez au général Smith, personnellement, n'est-ce pas? Entendu? Le Kilmorden Castle par samedi. C'est le meilleur paquebot. Je retournai chez moi, me livrant à toutes sortes de considérations sur les méthodes politiques du gouvernement. Le lendemain, mon valet de chambre m'annonça un monsieur se refusant de dire son nom, mais venant de la part de M. Milray. Paget, malheureusement, était alité en proie à une crise de foi. Ces jeunes gens trop travailleurs ont toujours quelques maladies de ce genre. Le visiteur était un jeune homme de haute taille, avec un visage bronzé, qui aurait été beau si une cicatrice profonde, traçant une diagonale de l'œil à la mâchoire, ne lui eût défiguré. De quoi s'agit-il, monsieur? Demandai-je. Je viens de la part de monsieur Milray, Sir Eustache. Je dois vous accompagner en Afrique, en qualité de secrétaire. Ah, mon ami, dis-je, j'ai assez d'un secrétaire, je n'en veux pas d'autre. Vous avez tort, Sir Eustache. Où se trouve actuellement votre secrétaire? Il a une crise de foi. Vous êtes sûr que ce n'est pas tout autre chose? Absolument. Ce n'est peut-être pas une crise de foi, Sir Eustache. Cela ne me surprendrait pas si on attendait à la vie de votre secrétaire. Oh, vous n'avez rien à craindre pour vous-même, hein. Vous n'êtes pas menacé personnellement, mais on aimerait bien se débarrasser de lui. Quoi qu'il en soit, M. Milray désire que je vous accompagne. Vous avez à faire les démarches nécessaires concernant le passeport, tout comme si vous étiez décidé à prendre à votre service un second secrétaire. Il paraissait très décidé, il me regardait fixement, et finalement, son regard me fit baisser les yeux. « Bon, dis-je faiblement, vous ne direz à personne que je vous accompagne. »« Bon, dis-je encore une fois. Pour ma sûreté, il valait peut-être mieux l'avoir à mes côtés. Néanmoins, je ressentais un malaise difficile à définir, et tout cela quand je croyais enfin avoir atteint l'idéal d'une vie paisible. Je rappelais mon visiteur au moment où il sortait. « Après tout, dis-je ironique, il faudrait peut-être mieux que je sache le nom de mon nouveau secrétaire. » Il réfléchit un instant. « Harry Rayburn. Peut aller comme nom, me fit-il. Quelle curieuse façon de s'exprimer. Bon, dis-je pour la troisième fois. Et ben voilà. Nous allons nous arrêter là, donc. Nous reprendrons demain à partir du chapitre 9, si vous le voulez. Ou alors, bon, je peux aller un peu plus loin. Oh, qui j'avais prévu d'aller jusque-là? Alors, oui, je continue. Alors, je continue un petit peu. Je continue encore un parce que j'avais déjà gagné le nombre de pages. Anne reprend son récit, parce que là, nous étions avec Pedler. Ce n'est pas romanesque pour une héroïne d'avoir le mal de mer. Dans les livres, plus ça vante et plus ça tonne et plus elle est contente. Quand tous les passagers sont malades, elle se prenait toute seule sur le pont, bravant les éléments en furie. J'ai honte d'avouer qu'à la première secousse du Kilmorden Castle, je pâlis et descendis à toute vitesse dans ma cabine. J'y demeurai 3 jours. Mon but était oublié, les mystères ne m'intéressaient plus. J'étais une personne totalement différente de celle qui était revenue essoufflée et radieuse des bureaux de la compagnie de navigation. Je souris en évoquant mon entrée en coup de vent dans le salon de Mrs. Fleming. « Mais qu'avez-vous, mon enfant ?» me demanda-t-elle. « Vous semblez toute chose ?»« Oh, tout va bien, non, je pars samedi pour l'Afrique du Sud. »« L'Afrique du Sud ? Ma chère petite ! Mais il faut prendre tous les renseignements avant de vous embarquer à brûle-pourpoint. » C'était ce que je désirais le moins. Je lui expliquai que j'avais déjà pris mon billet et qu'on m'avait promis à mon arrivée une place d'infirmière. En Afrique du Sud, dis-je, les infirmières sont très demandées. Je lui affirmai que j'étais parfaitement capable de me tirer d'affaire et finalement, heureuse de se débarrasser de moi à si bon compte, elle accepta mon projet sans entrer dans les détails. En prenant congé de moi, elle me glissa 5 billets de 5 livres avec ces mots. « J'espère que vous ne serez pas blessé et accepterez ce petit cadeau avec mes meilleures amitiés. » Brave femme, je n'aurais jamais pu vivre avec elle, mais j'appréciais pleinement sa valeur intrinsèque. Donc, me voilà avec mes 25 livres dans ma poche, seule dans le vaste monde, en plein dans l'aventure. Le 4e jour de la traversée, la nurse me fit monter sur le pont. Jusque-là, j'avais refusé de quitter ma chambre, espérant que j'y mourrais plus vite. Finalement, elle réussit à me tenter en m'annonçant que nous allions passer devant l'île de Madère.
L'espoir battit des ailes en mon cœur. Ah, je pourrais descendre à terre et devenir infirmière ou bonne à tout faire, tout, plutôt que le paquebot. Enveloppé de plaid et de fourrure, faible comme un chat nouveau-né, je me retrouvais étendu sur ma chaise longue. Je demeurais inerte, les yeux fermés, dégoûté de la vie. Le commissaire du bord m'aborda gentiment. « Vous êtes souffrante ?»« Oui, répliquai-je, sentant que j'aurais aimé le tuer. Ça passera dans un jour ou deux, il a fait un sale temps jusqu'ici, mais maintenant il va faire beau. » Je ne répondis pas. « Vous avez l'impression que vous ne guérirez jamais ?»« Oh, moi j'en ai vu qui était bien plus malade et 2 jours après, il dansait sur le pont. Avec vous, ce sera la même chose. » Je n'avais pas la force de lui dire qu'il était un vil menteur. Je ne répondis que par un regard. Les gens passaient et repassaient devant moi, des enfants, des couples, des jeunes hommes rieurs, quelques invalides pâles restaient allongés sur leurs chaises longues. L'air était pur, mordant, pas trop froid. Le soleil rayonnait gaiement. Peu à peu, je me sentis revivifiée. Je commençais à observer les passagers. Il y avait une jeune femme qui m'attirait tout particulièrement. Elle était de taille moyenne, âgée d'une 30aine d'années, avec une figure ronde à fossettes et des yeux bleu lumière. La coupe de ses robes, infiniment simple, portait le cachet de Paris. Avec ses façons gentiment impérieuses, elle semblait commander le navire. Les domestiques semblaient occupés exclusivement à exécuter ses ordres. Elle changea d'avis 3 fois quant à l'emplacement de sa chaise longue. Elle paraissait être une de ces femmes rares qui savent ce qu'elles veulent et trouvent le moyen de l'obtenir sans énerver les hommes. Je me dis que si je guérissais, je prendrais plaisir à causer avec elle. À midi, nous arrivâmes à Madère. Je n'avais pas encore la force de me lever, mais je me sentais déjà mieux. Je croyais pouvoir peut-être durer jusqu'à la fin du voyage. Finalement, quand le maître d'hôtel me parla d'une tasse de bouillon, je ne protestais que faiblement. Et en fait, elle me fit du bien. Ma jolie passagère était descendue à terre. Elle revint accompagnée d'un homme de haute taille, aux cheveux foncés et au visage hâlé, que j'avais déjà aperçu sur le pont. Je l'avais placé dans la catégorie des Rhodésiens, forts et bronzés. Il semblait approcher de la 40aine, il avait les tempes argentées, et c'était l'homme le plus intéressant à bord. Quand le boy m'apporta mon plaid, je lui demandai le nom de ma passagère. « C'est une dame du monde très connue, me dit-il, Madame Clarence Blair. » Je l'observais avec un intérêt croissant. Elle défrayait la chronique mondaine Elle défrayait la chronique mondaine des journaux chics. C'était une des femmes du monde les plus élégantes de Londres et de Paris. Elle formait, je le voyais, un centre vers lequel convergeaient bien des désirs. Plusieurs personnes essayèrent de l'aborder avec l'admirable sans-gêne autorisée à bord d'un paquebot. J'admirais la politesse avec laquelle elle se débarrassait d'eux. Elle semblait avoir adopté pour chevalier servant le Rhodésien, fort et bronzé, fier de ce privilège. Le lendemain, à la grande surprise, Mrs. Blair, au bras de son compagnon, s'arrêta devant ma chaise longue. « Ça va mieux ce matin ?»« Merci bien, répondis-je, je me sens redevenir un être humain. »« Vous aviez l'air bien souffrante hier. Le colonel Race et moi, nous avons cru un instant que nous aurions le plaisir de voir des funérailles en mer, mais vous nous avez déçus. » Je me mis à rire. L'air frais m'a fait du bien. « Ces cabines suffocantes nous tuent, » déclara Mrs. Blair en s'asseyant à côté de moi. « J'espère que la vôtre donne sur la mer. » Je secouai négativement la tête. « Oh, pauvre enfant, pourquoi ne changez-vous pas? Il y a des places libres. Parlez-en au commissaire de bord, il est très, très aimable. » Ma cabine ne me plaisait pas, il me l'a donné une magnifique. Parlez-lui pendant le déjeuner. Je frémis. Je ne peux pas me lever. Oh, dis pas de sottise, levez-vous et venez faire un tour. Elle montra ses fossettes dans un sourire. Je chancelai sur mes jambes, mais après avoir marché un peu, je me sentis plus forte et plus gaie. De l'autre côté du pont, se dressaient des cimes neigeuses, voilées de nuages roses. Je jetai une exclamation ravie. Mrs. Blair tira son petit Kodak et se disposa à prendre un cliché en dépit des commentaires ironiques du colonel. « Quel malheur !» murmura-t-il. « Je suis au bout de mon rouleau. »« J'aime voir les enfants s'amuser avec de nouveaux joujoux, remarqua-t-il. »« Oh, ne vous moquez pas, j'en ai un autre. » Elle le tira triomphalement de la poche de son pull vert. Une secousse soudaine du navire faillit la faire chavirer et le rouleau s'échappant passa par-dessus bord. « Oh !» cria Mrs. Blair avec un désespoir comique. « Mais croyez-vous qu'il soit tombé à l'eau ?»« Non, vous avez peut-être eu la chance d'assommer quelques malheureux stewards sur le pont d'en bas. »
L'appel assourdissant du gong nous força à nous boucher les oreilles. Le déjeuner, enfin, s'écria Mrs. Blair avec enthousiasme. Vous venez, Mrs. Bedingfield fis-je en hésitant. Je crois sentir que j'ai peut-être un peu faim. Parfait! Je sais que vous êtes à la table du commissaire du bord. Parlez-lui de votre cabine. J'ai commencé par picorer d'un air dégoûté et fini par engloutir un énorme repas. Mon ami de la veille me félicita de ma guérison. Tout le monde me dit-il allait changer de cabine et il me promit qu'on transporterait mes bagages dans une cabine donnant sur la mer. Nous n'étions que 4 à table, lui, moi, une vieille dame et un missionnaire qui parlait tout le temps de nos pauvres frères noirs. J'observais les convives autour de nous. Mrs. Blair était à la table du capitaine avec pour voisin le colonel Rice. À gauche du capitaine se trouvait un monsieur grisonnant, d'aspect distingué. Non loin de lui, un homme que je n'avais pas encore aperçu jusqu'ici et dont la figure sinistre me donnait littéralement le frisson. Grand, brun, pâle, il avait l'air d'un véritable bandit. Curieux, je demandai son nom au commissaire. Celui-là? Oh, c'est le secrétaire de Sir Eustache Pedler. Il avait le mal de mer, le pauvre type, c'est la première fois qu'il déjeune en haut. Sir Eustache a 2 secrétaires et aucun ne supporte la mer. Le deuxième est encore souffrant. Celui-là s'appelle Paget. Ainsi, Sir Eustache Pedler, le propriétaire de la villa du Moulin, était à bord. Et ce n'était probablement qu'une coïncidence, mais pourtant... Voilà Sir Eustache lui-même, poursuivit mon informateur, à gauche du capitaine. Vieux poseur. Plus j'étudiais la figure du secrétaire, moins elle me plaisait. Cette pâleur livide, ses yeux aux paupières lourdes, ce crâne curieusement aplati, tout m'inspirait du dégoût et de l'appréhension. Sortant de la salle à manger en même temps que Paget, je saisis des bribes de conversation entre son patron et lui. « Je vais m'occuper de la cabine, n'est-ce pas? C'est impossible de travailler chez vous, avec toutes ces valises. » Ah, mon vieux, répondit Sir Eustache, dans ma cabine, j'ai l'intention de dormir et non pas d'écouter le tapage infernal de votre machine à écrire. Alors précisément, Sir Eustache, il nous faut un cabinet de travail. Tout ce que j'entendis là en bas, c'est tout ce que j'entendis. En bas, le steward était occupé à transporter mes bagages dans la cabine numéro 13. « Pas le numéro 13, criai-je. Je suis trop superstitieuse. Pour l'amour de Dieu, n'avez-vous pas autre chose ?»« Bon, le 17, Miss, de l'autre côté. Ce matin, il était vide, mais je crois que depuis, on l'a donné à quelqu'un. Si c'est un monsieur, il vous la cédera peut-être. Les hommes sont moins superstitieux et ça ne lui fera rien de prendre le numéro 13. » Il me conduisit à la cabine 17. Elle était moins vaste que la cabine numéro 13, mais je la préférais. À ce moment, l'homme au visage sinistre apparut sur le sol. Je vous demande pardon, dit-il. Cette cabine est retenue par Sir Eustache Pedler. Nous vous donnerons la 13, monsieur, expliqua le steward. Mais j'ai réservé le 17. Le 13 est une meilleure cabine, monsieur, bien plus vaste. Mais j'ai choisi la cabine numéro 17 et le commissaire du bord me l'a promise. Ah, je regrette, dis-je froidement, mais elle est à moi. Je ne puis y consentir. Le steward reprit son refrain. Le 13 est bien, monsieur. Mais je veux la 17. Qu'est-ce que c'est que tout cela demanda une voix nouvelle. Steward, c'est ma cabine ici. Elle est à Sir Eustache Pedler, déclara Mr. Paget. Nous commencions tous à nous échauffer. Je suis désolé de vous contredire, dit Chichester. Bon, voilà, c'est un nouveau nom, excusez-moi. Je suis désolé de vous contredire, dit Chichester avec suavité, qui masquait mal son irritation. J'ai remarqué que les hommes suaves sont les plus entêtés. Vous aurez le 28, monsieur, dit le steward. Une très belle cabine, de l'autre côté. Je regrette de devoir insister. On m'a promis le 17. Nous étions acculés à une impasse. Chacun de nous était décidé à ne pas céder. Au fond, j'aurais pu simplifier les choses en acceptant le 28, puisque je ne redoutais que le 13. Mais ces gens-là me portaient sur les nerfs. J'avais pas la moindre intention de céder la première. D'autant plus que Chichester me déplaît souverainement. Il avait de fausses dents qui faisaient du bruit quand il mangeait. C'était assez pour le détester. Nous repartîmes tous les trois. Nous répétâmes donc tous les trois ce que nous avions déjà dit. Le steward nous affirma une fois de plus que les 2 autres étaient bien meilleurs. Nous n'y fîmes aucune attention. Paget commençait à perdre patience. Chichester restait calme et suave. Je faisais un effort pour demeurer poli. Aucun de nous ne cédait d'un pas. Finalement, un mot chuchoté à mon oreille par le steward me montra la seule issue possible. Je m'effaçai en laissant les 2 hommes se disputer et j'eus la chance de tomber immédiatement sur le commissaire de bord.
Monsieur le commissaire, dis-je, vous m'avez donné la cabine numéro 17 et on veut me la prendre. Oui, monsieur Chichester et Mr. Paget, vous me la laissez, n'est-ce pas? Personne n'est aussi aimable pour les femmes que les officiers de marine. Mon petit commissaire se conduisit en galant homme. Apparaissant sur le champ de bataille, il déclara à mes adversaires que la cabine 17 m'appartenait et qu'ils pouvaient avoir des cabines 13 et 28 ou rester chez eux comme ils voudraient. Mes yeux lui dirent qu'il était un héros. Il se retira et je m'installai dans mon nouveau domaine. Cette petite scène m'avait fouetté les nerfs. La mer était lisse comme un miroir, il faisait de plus en plus chaud, le mal de mer n'était plus qu'un mauvais rêve. Je montais sur le pont et goûtais de bon appétit. Ensuite, je fis une partie de bridge avec quelques jeunes gens très bien élevés. Ils se montraient extraordinairement gentils. Je commençais à trouver la vie très agréable. Quand je descendis m'habiller pour le dîner, la femme de chambre vint au-devant de moi avec un visage inquiet. « Oh, il y a une odeur affreuse dans votre cabine, Miss. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai peur que vous ne puissiez dormir. Il y a une cabine libre sur le pont-C, je crois. Vous pourriez peut-être y passer la nuit. » L'odeur était horrible, une puanteur suffocante. Je dis à la femme de chambre que je réfléchirais en m'habillant. J'avais déjà senti cette odeur-là quelque part. Mais où? Où? Soudain, flairant l'air avec dégoût, je me rappelais. C'était Lassa fétida. Au dispensaire de l'hôpital où j'avais travaillé pendant la guerre, je l'avais senti bien souvent. De Lassa fétida. Ouais, et comment? Je me laissais tomber sur le divan, me rendant compte soudain de la machination. Quelqu'un avait mis une poignée de cette herbe nauséabonde dans ma cabine pour m'en chasser. Pourquoi tant d'efforts? J'évoquais la scène de l'après-midi. Mais qu'avait-elle de particulier la cabine 17 pour attirer tous les passagers? Les deux autres cabines étaient meilleures. Pourquoi donc les deux hommes avaient-ils insisté pour avoir celle-là? 17. Le chiffre m'obsédait. C'était le 17 que j'avais pris le paquebot à Southampton. C'était le 17. J'ai failli jeter un cri. Me jetant sur ma valise, je tirais de sa cachette mon propre papier. 17, 1, 22. J'avais cru que c'était une date, celle du départ de Kilmorden Castle. Et si j'avais eu tort? En écrivant la date, aurait-on cru nécessaire de mettre l'année? Et si cela signifiait plutôt la cabine numéro 17 et le chiffre 1, l'heure, 1 heure, et le 22, le jour? Je regardais le calendrier. Nous étions la veille du 22. Tadam! Eh bien, la suite demain.